Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du secteur du luxe, qui est un secteur que j'aime beaucoup en tant qu'investisseur, alors que je ne suis pas du tout consommateur de produits de luxe. Alors pourquoi est-ce que j'aime ces entreprises? À cause de leur taux de croissance, bien sûr. C'est un marché qui est en très forte croissance depuis 25 ans et on peut même voir une accélération ces 10 dernières années. Alors, on le sait, c'est la Chine qui tire cette croissance et qui en représente 90%. Alors, autant vous dire que la crise du Covid a fait mal au secteur. Les consommateurs ont été 25% en moyenne dans le monde à repousser leurs achats dans le luxe, mais 31% en Chine. Et le secteur du luxe vit de gros changements. Et comme dans le business on aime beaucoup les acronymes, on a vu l'apparition des Henry pour High Earner Not Rich Yet, qu'on pourrait traduire par gros revenus, pas encore riches. Ils ont un revenu annuel d'environ 120 000 euros, mais un patrimoine de moins d'1 million. Et selon une étude de Deloitte, plus ils sont jeunes et plus ils dépensent. Donc les Henry Millennials dépensent en moyenne 86 000 $ par an, contre 67 000 $ pour la génération X et 60 000 $ pour les baby boomers. Les analystes de Bernstein ont sorti une grosse analyse sur le monde du luxe qui fait 140 pages, donc je ne vais pas tout vous expliquer ici, mais je vous ai sélectionné 2-3 tableaux qui peuvent vous intéresser. Alors je trouve que celui-ci permet de bien comprendre la révolution du marché du luxe. Sur l'axe horizontal, on a la fréquence d'achat, donc on a ceux qui achètent beaucoup à gauche et ceux qui achètent moins à droite. Et sur l'axe vertical, on peut résumer en disant que c'est le niveau de richesse, donc on va avoir la classe moyenne en haut et les riches en bas. Les clients historiques du luxe, ce sont les épicuriens, à la fois riches et consommateurs réguliers de produits de luxe. Ils ne représentent que 1% des clients, mais 25% des ventes. Le problème, c'est que ce nombre de clients, il n'est pas extensible à l'infini. Donc on pourrait aller voir du côté des riches, mais frugaux, mais le problème, c'est que ce n'est pas une cible intéressante parce qu'ils ont le pouvoir d'achat pour les produits de luxe, mais le luxe ne les intéresse pas, donc pas la peine de dépenser trop d'énergie pour les convertir. Il faut donc aller chercher de la croissance vers la classe moyenne, notamment chinoise. Et là, vous avez en haut à gauche du tableau les fashion victims, qui veulent consommer beaucoup de luxe, mais qui n'en ont pas les moyens. Et donc, ils vont potentiellement se tourner vers des marques un petit peu moins prestigieuses, un peu moins haut de gamme, pour pouvoir acheter régulièrement des produits. Et enfin, en haut à droite, on a une catégorie qui, elle, est en forte croissance. Ce sont les consommateurs qui vont économiser pour acheter un produit de luxe par an. Ils représentent 50% des clients et 15% des ventes. Et ici, on a un énorme potentiel parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut économiser toute une année pour s'acheter un produit de luxe, même avec un faible salaire. Alors qu'est-ce qu'on retire de tout ça? Qu'il est important d'être parmi les numéros 1 du secteur pour attirer ces fameux clients. Parce que réfléchissez, si vous économisez pendant 5 ans pour vous offrir une montre ou bien un sac à main de luxe, vous allez vous tourner en premier vers des marques emblématiques comme Rolex ou Vuitton, plutôt que d'aller chercher des marques de niche qui vont être, elles, connues uniquement des spécialistes. Et l'autre révolution du secteur, c'est bien sûr le digital, parce que le luxe ne fait pas exception à la règle et ils sont frappés de plein fouet par la révolution digitale. Ça se voit bien sûr du côté du marketing. On est passé des publicités glamour à la télé ou bien sur des magazines à papier glacé aux Instagrammeuses, aux influenceuses qui mettent en avant les produits des marques. Du côté de la distribution, on a aussi un grand chamboulement avec l'arrivée du e-commerce. Et oui, même dans le luxe, on se met à vendre des produits de luxe de plusieurs milliers d'euros sur des plateformes e-commerce. Les barrières à l'entrée, elles diminuent comme dans tous les business, mais justement, une raison qui me fait aimer le luxe, c'est que les marques sont très puissantes. Donc c'est pas parce qu'on peut créer une boutique en ligne en 10 minutes qu'on va réussir à vendre des montres à 5 000 euros. Et l'autre analyse intéressante de Bernstein, c'est ce tableau qui en fait analyse Hermès, LVMH, Tiffany, donc qui est en cours de rachat par LVMH, Kering avec bien sûr ses marques Gucci, Saint-Laurent, Boucheron et j'en passe, Farfetch. Alors Farfetch, ils sont un peu à part parce que c'est une plateforme de vente de produits de luxe en ligne, donc ils sont difficilement comparables aux autres. On a aussi Burberry, on a EssilorLuxottica dans l'optique avec sa marque Ray-Ban. On a Moncler aussi sur la niche des vêtements d'hiver. On a Richemont, donc qui est vraiment axé montres et bijoux avec notamment Cartier, Piaget, Vacheron Constantin, Montblanc, etc. Bon, la liste de leurs marques est très longue. Et enfin, Prada et Swatch. Alors Swatch, bien sûr, qui n'a pas que des montres grand public, mais aussi des marques comme Breguet ou Omega. Alors Bernstein a listé plusieurs critères et ils ont donné des points à toutes ces entreprises. Donc en premier, ils ont regardé la solidité du chiffre d'affaires et des résultats. Alors est-ce que les attentes des analystes sont surpassées par exemple? Et dans ce domaine, les gagnants, ça va être Hermès, Essilor, Moncler et Burberry. Et le perdant, c'est Farfetch, ce qui est normal puisque c'est une entreprise qui est très jeune et qui perd encore de l'argent. Ensuite, ils ont regardé l'effet d'échelle. Donc là, plus le groupe est gros, plus il a reçu de points. Donc les gagnants, ça va être les Français, Hermès, LVMH et Kering. Ensuite, ils ont regardé la santé de la marque et notamment son impact digital. Donc là, c'est Farfetch qui est le grand gagnant puisqu'ils sont vraiment à la pointe du digital, suivi par Hermès et LVMH. Et les derniers critères vont être sur la production du futur, la distribution du futur
et le management. Et le classement de Bernstein, il donne un podium avec en 1 Hermès, en 2 LVMH et en 3 Tiffany. Et Kering est en 4e position, donc les Françaises sont plutôt très bien placées. Et on peut remarquer que Swatch est dernier, eux qui avaient révolutionné l'horlogerie dans les années 80, ont finalement apparemment du mal avec la nouvelle révolution digitale. Attention, un critère qui n'est pas pris en compte ici dans l'analyse de Bernstein, c'est la valorisation, parce qu'on le sait, les entreprises du luxe, pour la plupart d'entre elles, sont de magnifiques entreprises de croissance, mais qui se payent très cher en ce moment sur le marché. Donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil à la valorisation, parce que payer de la qualité c'est bien, mais peut-être pas à n'importe quel prix. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est ma première vidéo sur le secteur du luxe, donc dites-moi si ça vous intéresse que je détaille un petit peu plus certains des leaders de ce secteur. Et moi je vous dis merci encore, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, et à bientôt.